J'ai décidé de recruter un numéro 2 en 1996. À ce moment-là, Renault traversait un moment difficile en termes de résultats. Et le candidat Carlos Ghosn ne faisait pas partie de l'establishment, puisqu'il n'était pas à l'époque de nationalité française et qu'il travaillait dans une entreprise assez secrète à l'étranger. Et il a organisé une réunion avec Louis Schweitzer. J'avais été voir Louis Schweitzer au siège de Renault. Et puis j'avais un second souci, au même moment, c'était de penser à ma propre succession. Louis Schweitzer cherche un numéro 2, donc si vous y prenez bien, non seulement vous allez travailler dans l'automobile, mais vous pouvez devenir patron de Renault un jour. Vous avez un entretien qui est important, donc vous êtes toujours un peu tendu. Hein. Mais il m'a mis très vite à l'aise. Bien sûr, la première chose sur laquelle on interroge quelqu'un qu'on veut recruter, c'est sur ce qu'il a réalisé dans sa vie. Et ce qu'il avait réalisé dans sa vie était assez impressionnant. Il m'a posé beaucoup de questions sur ce que je faisais chez Michelin, comment ça se passait. Il a mentionné le fait qu'il était aux États-Unis et qu'il y gérait une fusion. Manifestement, il faisait un effort aussi pour que je sois détendu moi-même. C'est quelqu'un, d'intelligent, mais ça, à propos, on en voit beaucoup, qui avait une force vitale, une intensité extrêmement impressionnante, dans le regard, dans l'attitude, dans la façon de traiter les problèmes. La première question que j'ai posée à Louis Schweitzer, c'est de dire est-ce que l'État a vocation de rester éternellement chez Renault? Il m'a dit non. S'il réussissait, il pourrait être mon successeur. Et si je le recrutais, c'est parce que je pensais qu'il n'y avait personne dans l'entreprise qui ait cette caractéristique. J'étais l'homme crédible pour aider à l'internationalisation, donner un coup de fouet à la performance de l'entreprise. Donc la décision n'a pas été très difficile. Le coup de foudre évoque une dimension affective qui n'était pas en jeu. Non, j'ai rien senti du tout. Vous savez, lui n'est pas un homme très expansif. Hein. Donc un coup de foudre professionnel. Si l'on veut. Renault est une entreprise qui n'est pas quelconque, elle n'est pas banale. C'est une entreprise qui a une histoire, qui a une culture, qui a marqué, qui fait partie de l'histoire de la France, quoi. Qu'on peut critiquer, mais c'est une entreprise qui a une personnalité et qui provoque beaucoup d'émotions. Il a été accueilli de façon ouverte, les gens ont reconnu ses qualités. Il n'a jamais complètement appartenu au groupe. Mais il faut dire qu'il a beaucoup écouté, qu'il a cherché à apprendre très vite. Quand il arrive dans un endroit, dans un lieu, un peu comme disait Montaigne, à Rome fait comme les Romains, j'ai la conviction que ce n'est pas une posture chez lui, c'est qu'il a envie de rejoindre le club et d'apporter au club son dynamisme, son sens de la convivialité, mais de recueillir aussi du club une forme de reconnaissance, de respect, d'amitié. Après, il y avait de la part de Carlos Ghosn sûrement le sentiment qu'il se sentait supérieur à la plupart des autres. C'est un mélange, c'est compliqué, c'est l'exigence. Et alors comment vous réglez l'exigence? Pas assez, trop? Bon, lui il est plutôt du côté beaucoup. Et beaucoup, vous pouvez tomber dans le trop. Il confie des missions, il attend des résultats. Si les résultats ne sont pas bons, il n'y a pas de deuxième chance. Quand il exerce l'autorité, c'est cassant. C'est cassant. Ça tient comme ça, et boum. Le bon management, c'est faire aux gens qui vous accompagnent des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, mais qu'ils finissent par faire et en être fiers. Le management, c'est pas hériter d'une situation dans laquelle tout va bien, dans laquelle vous dites oh, surtout il faut rien bouger, etc. C'est pas le management, ça. Ça vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin d'administrateurs pour ça. Favorable simplement à cause des timings. Il n'avait jamais vu une entreprise aussi statique, où chacun était soucieux de son précaré. Il était très dur sur l'environnement Renault. Très dur. Il faut bouger les choses. Il a mis en place une série d'équipes, dites équipes transverses, qui avaient pour mission d'évaluer les possibilités d'économie. Je lui avais dit qu'il n'y avait pas de vache sacrée, donc tout était ouvert.
Et il est arrivé avec un plan de 20 milliards en 3 ans qui m'a paru ambitieux et raisonnable. Il y avait beaucoup d'incrédulité sur est-ce qu'il est capable de faire ça, il ne raconte pas des salades, etc. Jamais du côté de lui. Lui était toujours en appui. Carlos Ghosn propose la fermeture de 3 usines, mais me dit bien sûr que la décision me revient à moi. J'avais fait tout un tas de propositions. Lui, Schweitzer, a fait son menu. Hein, il a dit je prends ça, je prends pas ça, ça je modifie, ça je suis pas d'accord, la machin, etc. Et puis c'était devenu son plan. Les 3 usines étaient parfaitement nommées. Aucune en France. Aucune en France. Je crois qu'au départ, vous aviez prévu la fermeture de 3 usines. Oui. Est-ce que parmi ces 3 usines, il y en avait une en France? Oui. Oui, mais enfin, n'oubliez pas, hein, moi je suis toujours dans la logique, moi je suis pas le patron. Et donc, j'ai conclu qu'il fallait fermer une usine, celle de Vilvoorde. Des ouvriers qui traversent une frontière pour manifester leur colère, l'image est pour le moins inhabituelle. Ces 8 à 900 Belges, chômeurs en sursis, savent pourtant que leur sortie est désespérée. La direction de Renault l'a confirmé, elle ne reviendra pas sur la fermeture de Vilvoorde. Parce que c'était l'usine au prix de revient les plus élevés, même si en termes de productivité physique, c'était la meilleure de nos usines. C'est douloureux de fermer une usine. Surtout, c'est une usine qui était composée de gens bien, je veux dire, qui travaillaient bien. Je veux dire, c'est d'une certaine façon, pour les gens dans cette usine, c'était d'une injustice totale. C'est sûr que quand vous vous battez en face de pays pour qui l'optimum est économique d'abord et social derrière, eh bien, si vous partez en disant, bon, l'optimum d'une entreprise, peut-être qu'il devient de plus en plus social, il y a un prix à payer là-dessus. Il y a des pays qui l'acceptent, je le comprends et je le respecte. Mais moi, ça, c'est la grande leçon que j'ai tirée de l'expérience du plan 20 milliards. On aurait pu aller plus loin, on n'a pas été plus loin, et l'optimum qui a été choisi par Louis Schweitzer est un optimum qui, à mon avis, tenait compte des réalités françaises, dont il était un connaisseur expert. Il n'est pas question que vous reveniez sur votre décision. Non. Mais c'est vrai que, bon, au bout de 2 ans... Au bout de 2 ans, je commence à m'impatienter parce que je me dis, dis donc, ça va très lentement, on est trop mou, etc. Et c'est vrai que ce qui a, quelque part, m'a complètement scotché à Renault, c'est l'arrivée de Nissan. Hanawa-san, go shukai arigatou gozaimasu. Kabunushi no minasama hajimemashite, Carlos Ghosn desu. C'était évident après la réussite de Nissan. Je n'imaginais pas une seconde que Carlos Ghosn ne revienne pas chez Renault. Il était venu me voir au Japon un jour, on est restés ensemble, il m'a dit, moi je souhaite partir. Moi je lui ai dit, mais Louis, moi je ne suis pas du tout pressé. Hein. Et donc on a convenu que je prendrais la direction générale des 2 entreprises. Je pense qu'il avait la conviction qu'il était capable de diriger mieux que quiconque les 2 entreprises à la fois. Pour lui, c'était une superbe revanche en disant « c'est moi qui l'ai amené, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui l'ai formé, regardez, vous êtes tous à 100% d'accord pour dire que ça va être le patron de Renault ». Et pour moi, la transition aujourd'hui est une transition heureuse, dans de bonnes mains. Nous avions convenu donc qu'au moment où il prendrait la présidence de Renault, il nommerait un CEO chez Nissan. Et il m'a dit à ce moment-là, ça je m'en souviens assez bien, ben voilà, celui que j'avais pressenti n'est vraiment pas à la hauteur de mon attente, et donc il me faut un peu de temps. Il n'y a pas de choix entre Carlos Ghosn et quelqu'un d'autre. Il y avait ce gars-là, c'est naturel, et c'est lui qu'on veut à la tête de Renault, et on accepte qu'il dirige les 2 boîtes. Ça s'est passé comme ça. Si une personne pouvait le faire, c'était lui. Mais je pense que même lui ne pouvait pas le faire. Je suis très heureux de revenir en France pour prendre la présidence d'une entreprise innovante, enthousiaste, comme Renault. J'ai compris après un certain temps que, au fond, ça n'avait pas été envisagé. À partir de 2005, Ghosn devient directeur général de Renault
et directeur général de Nissan, plus le titre de président du conseil de Nissan. Donc il dirige bien de façon opérationnelle 2 entreprises qui sont distantes de 10 000 km et de 8 heures de décalage horaire, avec des usines, des implantations dans le monde entier, sur tous les continents. Il va incarner citoyen du monde. Pendant les 14 années de sa présidence, Carlos Ghosn va profondément transformer Renault. Accélérant son internationalisation et les délocalisations, le Renault de Carlos Ghosn va au fur et à mesure larguer ses amarres avec la France. De plan social en plan social, le nombre de salariés français va diminuer de 30%, passant de 45 000 à 30 000. Dans le même temps, Renault va augmenter ses ventes et sa rentabilité de près de 60%, passant de 2,5 millions de véhicules vendus à près de 4 millions. J'avais besoin de bousculer un peu Renault parce que je pensais que Renault n'était qu'à une toute petite partie de son potentiel. L'image de marque de Renault. Toutes les enquêtes montrent qu'elle s'est affaiblie au cours des dernières années. Renault n'est pas en crise, mais Renault reste fragile. La dimension sociale et sociétale de l'entreprise, tout simplement le rôle social d'une marque comme celle du groupe Renault, n'était pas du tout dans la préoccupation de Carlos Ghosn. Ce qui comptait, c'était le business et sans plus. L'entreprise va très bien, Monsieur Ghosn l'a annoncé, les résultats sont plus que corrects, mais pour atteindre son fameux 6% de marge opérationnelle, il est prêt à mettre 1000 personnes à la rue. J'ai été très critiqué puisque je représentais le développement de Renault à l'international. Nous n'avons pas investi 150 millions d'euros pour qu'en même temps, nous apprenions qu'on va réaliser une nouvelle Clio en Turquie. Si on se bat pour favoriser la recherche et l'innovation, celle qui permet de développer les nouveaux modèles automobiles par le crédit impôt recherche, c'est pour que la France reste une terre industrielle. En tant qu'homme politique, c'est pas là où j'ai le plus réussi. Donc là, vous avez bien compris, c'était pas du tout dans mes cordes. Moi, je n'ai jamais été uniquement patron de Renault. Donc, j'avais forcément moins de temps pour aller convaincre les uns et les autres en France du bien fondé de ma stratégie. Et j'étais obligé de diminuer l'intensité de mes efforts dans une entreprise et dans l'autre. Il n'allait pas dans les voyages présidentiels, n'accompagnait pas. Ah oui, mais c'est dommage, il n'est pas là, ça ne l'intéresse pas. Il était le patron d'une des plus grosses entreprises françaises et il n'était pas une figure du patronat. Il était considéré un peu comme un personnage hors norme. Personne n'avait envie dans le patronat de venir le chercher, personne n'avait envie de l'associer, de le mettre en avant. Et derrière ce côté un peu, un peu flambard, un peu matamor, vous allez voir ce que vous allez voir, il y a un côté, fondamentalement, dites-moi ce qu'il faut faire, je le fais. Et pourquoi vous m'aimez pas? Et c'est l'affaire des faux espions qui va nous rapprocher, parce que cette affaire crée une espèce de tourbillon chez Renault. Cette affaire d'espionnage des temps modernes démarre fin août 2010 avec une lettre anonyme. Une lettre comme on en reçoit beaucoup d'autres chez Renault. Une lettre anonyme disant « Il y a des personnes, et donc on citait un ou deux noms, qui sont en train de vendre de la propriété intellectuelle autour du véhicule électrique à des intérêts étrangers. » Une enquête discrète est alors confiée à un enquêteur privé. Selon lui, 3 cadres supérieurs chargés du projet de véhicules électriques auraient touché d'importantes sommes d'argent en échange de secrets industriels. Le courrier est arrivé fin août. Donc 3 janvier 2011, on les met à la porte. Une fois qu'on les a mis à la porte, ils protestent, donc l'affaire est médiatisée. Renault porte contre moi des accusations très graves que je réfute totalement. Personne n'y a cru, quoi. Enfin, on est tous tombés de l'armoire, on s'est dit l'entreprise est devenue folle, quoi. Je n'ai pas touché d'argent, je n'ai pas de compte en banque à l'étranger. Ça fait 15 jours que je vis un cauchemar. Ghosn a été bien entendu mis au courant. C'est pas lui qui agissait au quotidien, qui prenait les décisions, mais il a été mis au courant. Vous prenez des coups à des moments où vous n'attendez pas. Vous n'accordez pas suffisamment d'attention à un dossier, vous déléguez à droite, à gauche, et tout d'un coup, vous avez une catastrophe. Et ça a été une catastrophe, ça n'est pas le plus beau chapitre de ma présidence à la tête de Renault. Bonsoir. Donc à un moment donné, Ghosn passe à la télévision pour dire que
Bien sûr que si on fait ça, c'est qu'on a des preuves. Est-ce que vous avez eu des preuves formelles de leur culpabilité? Écoutez, nous avons des certitudes. On n'avait pas de certitude, on n'en serait pas là. Très mal, très très mal. J'ai vécu très mal, d'autant plus que c'était pour moi une période un peu compliquée. Si j'avais été plus présent dans l'entreprise, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne se seraient pas passées. Est-ce qu'elles sont par exemple d'ordre financier? Est-ce qu'elles sont des témoignages internes? Est-ce que vous avez des choses concrètes? Elles sont multiples, si vous voulez. Et c'est bien pourquoi nous avons déposé une plainte contre X. Tous ces éléments seront transmis à la justice. Quand vous êtes en train de gérer la crise, que vous avez des éléments qui vous viennent de vos équipes et qui vous disent voilà ce qui s'est passé, si vous ne faites pas à ce moment-là preuve de suffisamment de sang-froid pour faire appel aux structures officielles, les comités qui existent et qui permettent, j'allais dire, de prendre du recul pour laisser retomber un petit peu l'émotion, ben on se retrouve effectivement dans une situation où on ne prend pas forcément les bonnes décisions. Plus d'espionnage industriel au détriment de Renault, ni de compte en Suisse ou au Liechtenstein pour ces 3 cadres licenciés. L'enquête de la DCRI débouche pour l'instant sur la mise en examen pour escroquerie en bande organisée d'un responsable de la sécurité de la marque aux losanges. Les 3 cadres injustement licenciés ont entamé des procédures. Quand on fait une connerie, on fait une connerie. Hein. Il ne faut pas essayer de le cacher. Moi, je suis passé à la télévision, j'ai présenté mes excuses, j'ai dit les choses telles qu'elles sont. Carlos Ghosn, bonsoir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous vous êtes trompé. Quelle conclusion en tirez-vous ce soir? Je me suis trompé, nous nous sommes trompés, et il semble que nous ayons été trompés. Alors évidemment, il y a eu des dégâts, c'est sûr qu'il y a eu des dégâts. Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça sans qu'il y ait des dégâts, je le reconnais, je l'assume. La première chose que je voudrais dire, c'est présenter mes excuses personnelles et au nom de Renault à Michel Balthazar, à Mathieu Tenenbaum et à Bertrand Rochette. L'affaire des faux espions de 2011 va toucher l'image de l'entreprise et l'image de ses dirigeants. Dans le dirigeant, il y a Ghosn. Il n'est pas le seul, mais il y a lui. Quand vous êtes devant une telle injustice, ça peut avoir des conséquences humaines énormes, et du coup, on lui fait plus confiance, je pense, autant qu'avant, je pense. Évidemment, quand j'ai vu la taille du problème, j'ai fait ce que j'ai pu pour ramener la confiance. J'ai proposé au Conseil, en tous les cas, de rembourser la partie variable de ma compensation versée au titre de l'année 2010. C'est-à-dire combien? Écoutez, 1 600 000 euros. Sur ses revenus et tout ce qui concernait l'argent, Carlos Ghosn était intransigeant sur les montants. Every single time I go to the shareholder, I start by answering the question about my compensation. It becomes some kind of ritual. You can't have to come to say, this is my compensation, and that's the way it has been calculated, and these are the reference. Il était particulièrement sensible sur ce sujet et il contrôlait le message plus que quiconque. There is a fight for global talent, and for fight of global talent, money should not be a handicap, it should be an asset. En 2009, les Japonais découvrent le niveau de sa rémunération, qui à l'époque était 7 fois plus élevé que celle de son concurrent et patron de Toyota. Là, les Japonais se disent « Ah oui, d'accord, quand même. D'accord, le gaijin, il est venu sauver l'entreprise Nissan, mais il est bien payé, le garçon. » Au Japon, quand un patron gagne plus de 900 000 euros, on trouve que c'est déjà beaucoup trop. Donc celui qui passait pour le gendre idéal, là, il commence à faire un peu autre planète. Et ça choque au Japon. Chez Nissan, on se demandait pourquoi il était aussi âpre au gain, alors qu'il recevait déjà un très bon salaire. Mais on ne vivait pas dans le même monde et on avait fini par penser que c'était normal. Vu son parcours et le poste qu'il occupait, il ne me semblait pas anormal, en tant que journaliste économique, qu'il gagne plus de 8 millions d'euros.
Moi, je considère qu'un patron d'entreprise, c'est un créateur de valeur. S'il ne crée pas de valeur, il faut le virer. Ce n'est pas un emploi dans lequel vous avez un contrat à 4 ans, pas du tout. Vous créez de la valeur, c'est évident pour les actionnaires, vous devez le payer en conséquence. Moi, je dis, je fais partie d'un marché, c'est un marché mondial. Hein. Pourquoi vous touchez 1 million, ou 4 millions, ou 6 millions? C'est quoi la référence? La référence, c'est le marché. Le patron d'une entreprise, il est vu comme étant un administrateur de biens. C'est comme ça qu'on les voit en France. Sous-entendu, un employé public, puisque l'État est à 15% dans Renault, c'est à peine si je ne suis pas un fonctionnaire. Et donc, comment il peut se permettre des salaires aussi mirobolants? On avait l'impression qu'il travaillait que pour sa poche et pour les actionnaires. Personne ne peut comprendre que dans une entreprise dont l'État est actionnaire, le patron de celle-ci augmente sa rémunération qui atteint 764 fois la valeur du SMIC. Il savait que c'était un sujet qui était porteur de tensions. Est-ce que c'est nécessaire de continuer de monter? Il y a un moment, ça n'a plus de sens, et puis ce n'est pas, j'allais dire, facteur de cohésion dans l'entreprise. Dans l'entreprise, on entendait, on nous demande des efforts à nous, le top management le fait pas, la preuve, le salaire de Carlos Ghosn. Et le salaire de Carlos Ghosn était devenu délirant. On avait changé de dimension, quoi. Et d'ailleurs, on pensait qu'il touchait plus terre tellement il était payé, quoi. La réalité est qu'il y avait une concentration des postes sur moi. J'étais président du conseil d'administration de Renault et directeur général de Renault. J'étais président du conseil d'administration de Nissan et directeur général de Nissan et président du conseil d'administration de Mitsubishi et président de l'Alliance. La plupart des gens disent Versailles, monarchie, Louis XIV, hein, pour qui il se prend. Mais pour les étrangers, c'est pas ça, Versailles. Pour eux, c'est le symbole du génie français. C'est le rayonnement de la France. Et pour moi, je veux dire, en tant que patron de Renault, l'image que je veux présenter de la France, c'est une France conquérante. Un coureur de fond, s'il dit, bon, finalement, arriver dans les 10 premiers, ça me suffit, c'est pas le même effort que vous produisez qu'en disant, il faut à tout prix que je sois numéro 1. On m'a dit, oui, M. Ghosn était obsédé par ça. Pas du tout. J'ai dit, si on devient numéro 1, c'est parce qu'on le mérite, c'est pas parce qu'on le veut. Dès le début des années 2013-2014, je pensais qu'on en avait le potentiel. Je ne savais pas que si on y arriverait. Mais il faut dire aussi que, attention, on y est arrivé avec l'apport de Mitsubishi. Donc ça a été une opportunité historique. Elle s'est présentée à nous et on l'a prise parce qu'on était prêts. Earlier today, Nissan completed the acquisition of a 34% equity stake in Mitsubishi Motors. Il y a des tas de gens qui sont tombés des nues un jour où on est arrivé à devenir le premier groupe mondial entre Renault, Nissan et Mitsubishi. And Mitsubishi Motors becomes a full partner in the alliance. En février 2018, le président Macron propose à Carlos Ghosn de renouveler une dernière fois son mandat à la tête de Renault. Emmanuel Macron y attache une condition. Carlos Ghosn doit fusionner Renault et Nissan une bonne fois pour toutes. Pour Nissan et le gouvernement japonais, c'est une déclaration de guerre. Au même moment, au cœur de Nissan, va démarrer à l'insu de Carlos Ghosn une enquête sur sa rémunération et sur des mouvements de capitaux dont il aurait bénéficié. En 2018, j'avais hésité à accepter le renouvellement de mon mandat chez Renault. Les résultats du groupe Renault en 2017 affichent un niveau record de chiffre d'affaires, de profit. Après être allé mieux, le groupe Renault va désormais bien. Fier de mon bilan, et je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de passer les clés à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui pouvait encore, à ce moment-là, justifier 4 ans de plus? Bien sûr, il y a les signes extérieurs du pouvoir. Bon, encore une fois, je pense qu'il se voyait encore 1 an ou 2. Il savait que ça allait se terminer. Il le savait. Et franchement, j'avais beaucoup hésité, j'ai beaucoup discuté avec ma femme. Je dois vous dire que mes enfants ne voulaient pas que je renouvelle le mandat. Ils avaient eu la bonne intuition en disant, c'est fini. Moi, je lui ai conseillé de rester parce que je considère qu'il y avait encore quelque chose à faire. Le Conseil a souhaité
que je continue comme PDG. C'est pas ma décision. Le conseil me dit, nous souhaitons que vous continuiez comme PDG. Devant l'insistance, 1, du conseil d'administration de Renault, 2, des représentants de l'État français, je me suis, malheureusement pour moi, fait convaincre de repartir pour un autre mandat. On dit encore quelques minutes de plus, monsieur le bourreau, enfin, pas tout de suite, quoi. Morning, how are you? Yeah. Anything special we need to feature? Il était entendu que je me concentrerai sur l'Alliance de façon à renforcer la convergence des 3 entreprises afin de remettre au bout du mandat un groupe intégré, pas fusionné, intégré, avec 3 entités autonomes. C'est ma conviction intime, c'est qu'il s'est dit à ce moment-là, I will do it. Je le ferai. Mieux, seul moi je pourrais le faire. Ça a commencé en janvier-février 2018. Les Japonais voulaient un trust, l'État français ne voulait pas entendre parler du trust, l'État français voulait une fusion. Bon, les discussions ont commencé, il y avait déjà des divergences. Cela n'était pas acceptable. Si l'on fusionnait totalement la gestion de Renault et Nissan, cela signifiait que Renault et Nissan allaient devenir une seule et même entreprise. Le résultat, c'est que Renault aurait pris le contrôle de Nissan. Inacceptable. Les Nissan ne veulent pas perdre leur identité nippone. C'est à la racine de leur âme. Ils se sont dit qu'en éliminant Ghosn, le projet de fusion serait arrêté, au moins pour un temps, et son despotisme également. On le voyait plus, enfin moi personnellement je le voyais plus. Il avait un agenda trop complexe entre Alliance, Renault, Nissan. C'était trop pour un seul homme. Est-ce que le fait qu'il ait tout réussi depuis l'âge de 16 ans, tout, ça peut vous faire perdre le sens de la réalité? C'est possible, effectivement. Ça devait être difficile de dire à Carlos Ghosn, je suis d'un avis différent de vous. Je pense que cette distance-là, elle s'était créée, oui. Ça, je l'ai senti. Il n'est pas le seul, mais il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, ont cette tentation de se dire, mais finalement, j'ai raison. Mais pourquoi on perd son temps? J'ai raison. Quand vous êtes dans une logique de succès, et Renault-Nissan est dans une logique de succès, c'est très difficile de remettre en cause votre mode de fonctionnement. C'est presque inhumain, d'ailleurs. So every day they don't start is a good day for us. Et pour cette raison-là, je pense qu'il est bien de savoir partir. And it's mass marketed. That means you're going to... 10 ans, c'est trop long. Il faut partir, car les abus commencent. Ghosn était installé sur son trône et il en a bien profité. Ces abus ont fini par se savoir et c'est de l'intérieur de Nissan qu'il a été dénoncé. Tous les 2 ans, on fait ce qu'on appelle la cartographie des risques majeurs. Qu'est-ce qui pourrait empêcher l'entreprise d'atteindre les objectifs qu'elle s'est donnés? On lui a dit, voilà, nous sommes en 2028. Renault n'existe plus. Renault est mort. Pourquoi? Donc dans les risques majeurs, il y a le risque de Ghosn disparaît. Ghosn disparaît, que se passe-t-il? Donc c'est un risque majeur qui peut faire tout capoter. Ça, tout le monde l'avait identifié. Ghosn lui-même était devenu une grande vulnérabilité de l'entreprise. Et dans tous les rapports, la disparition du CEO était considérée comme une menace. Ce n'était pas la première fois que je disais ça. Ghosn est un risque majeur du groupe. Moi, j'ai beaucoup discuté avec lui. Je lui ai dit, mais Carlos, il t'arrive quelque chose. Il faut qu'on puisse avoir un plan. Je suis désolé pour toi. Il faut qu'on ait un plan de succession pour toi. C'est le problème du comité machin, bidule truc, au niveau du conseil d'administration. Il a péché par ce côté je suis remplaçable. C'est ça son plus gros problème à Carlos Ghosn. Je l'ai vu à Paris, c'était 1 mois, même pas, oui, 4 semaines avant son arrestation. Il marche sur l'eau, là. Tout va bien, tout tourne. Il me dit, je suis un dieu au Japon, c'est incroyable. C'est 4 semaines avant. Hein. Bravo Carlos.
Je suis furieux contre finalement sa naïveté, avant tout. Comment t'as rien vu? Après 4 mois de détention préventive dans la prison de Kosuge, Carlos Ghosn est libéré sous caution et placé en résidence surveillée. 10 mois plus tard, pendant la préparation de son procès, il décide de se soustraire à la justice japonaise et organise sa fuite vers le Liban. À l'issue d'une fuite rocambolesque, il se serait caché dans une malle d'instruments de musique embarquée dans un avion d'affaires. Et à la surprise générale, Carlos Ghosn atterrit à Beyrouth le 30 décembre 2019, 14 mois après son arrestation à Tokyo. Le Japon a demandé son extradition auprès de l'État libanais. Le procès de Carlos Ghosn n'aura peut-être jamais lieu.